On démarre. Alors, bienvenue à cette conférence de presse à travers laquelle nous demandons d'instaurer un embargo sur les minerais étiquetés rwandais. Je vais essayer de faire vite pour laisser le plus de temps possible à mes collègues ici présents et à nos intervenants. Je voulais commencer par rappeler la situation dans l'Est de la RDC et bien sûr insister sur le fait que, bien que la ville de Goma soit tombée, sa situation n'est pas nouvelle. On le sait, le M23 et le Rwanda occupaient déjà une grande partie de l'Est de la RDC. L'offensive sur Goma montre à quel point le Rwanda via son armée et le M23 ont un objectif de conquête territoriale. Et nous sommes complices de cette conquête à partir du moment où on a signé le protocole d'accord pour l'importation des minerais dits rwandais, alors que pour la plupart, ils préviennent de la RDC. J'avais moi-même interpellé le commissaire Sikela au moment de son installation pour avoir des explications sur notre responsabilité. Il m'avait avec stupéfaction répondu qu'il n'était pas au courant, que pour lui tout allait bien. J'espère que depuis, et l'actualité récente démontre que ça ne va pas bien, et qu'il en tirera les conséquences sur la responsabilité européenne. Alors, pour commencer, je vais laisser la parole à un grand défenseur du peuple congolais, mais aussi, surtout, à un grand défenseur des droits humains, partout dans le monde, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel Sakharov 2014 et prix Nobel de la paix 2018. Je le remercie de nous accorder de son temps et je tiens à avouer ici devant tout le monde que c'est ma rencontre avec le docteur qui a attiré mon attention sur la situation en RDC. Et je pense que si cette rencontre n'avait pas eu lieu, j'aurais été plus en retard que ce que je l'étais sur ce dossier. Allez-y, docteur, et merci de nous consacrer du temps. Merci pour la parole. Mesdames et messieurs, je vais donner quelques chiffres. 800 000 $ américains, c'est les revenus mensuels générés par le groupe armé M23 grâce à l'exploitation illégale des ressources de la zone minière seulement des Rubaya. 2070 tonnes, c'est le volume de coltan exporté par le Rwanda en 2023, surpassant ainsi la RDC qui a des réserves les plus importantes de la planète, et c'est pour la 5e fois depuis 2014. 123 000 femmes ont été violées pendant seulement la période de 2023. Ces données alarmantes relèvent un système où l'exploitation illégale de nos ressources naturelles finance non seulement la guerre, mais aussi des violences extrêmes, y compris les violences sexuelles systématiques, transformant le corps de nos femmes en champ de bataille. Et donc, plusieurs rapports internationaux confirment que le Rwanda joue depuis de nombreuses années un rôle crucial en tant que plaque tournante pour le transit des minerais extraits illégalement en République démocratique du Congo. Depuis 2023, l'Union européenne avait déjà exprimé ses préoccupations quant à l'implication du Rwanda dans le soutien au groupe rebelle M23, également considéré comme facilitateur de la contrebande des minerais issus de la République démocratique du Congo. Il va donc de soi que signer un accord sur les minerais stratégiques avec un pays qui utilise la violence pour les obtenir pose une question morale et éthique auprès de l'Union européenne. De surcroît, plusieurs autres éléments viennent mettre tout simplement en doute la validité de cet accord. D'abord, le manque de transparence. Le Rwanda n'étant pas membre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, il ne respecte donc pas les standards internationaux en matière de transparence des revenus issus des ressources naturelles. Et ça, c'est très, très important de pouvoir le mettre en évidence. Deuxièmement, l'absence d'un système de diligence raisonnable internationalement reconnu dans le domaine des 3T. Et comment concilier les objectifs de l'accord avec le fait que l'un des outils centraux soutenant le processus de diligence raisonnable pour le commerce de 3T
le International Teen Supply Chain Initiative, a tout simplement été retiré de la liste de l'initiative pour des minerais responsables. Et ceci s'est passé en juin 2024, après avoir démontré son efficacité et avoir servi à diverses reprises d'instruments plutôt de blanchiment. Ces paradoxes ajoutent un énième fossé entre les engagements en matière de transparence et la réalité sur le terrain. Donc je réitère mon inquiétude déjà exprimée le 21 février 2024 concernant le protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur les chaînes de valeur soi-disant durables pour les matières premières. L'approche de l'Union européenne en matière d'approvisionnement responsable devrait refléter ces valeurs fondamentales. À mon avis, les solutions existent. Il n'y a pas que cette voie par le Rwanda. Et la solution, c'est s'approvisionner directement en République démocratique du Congo. Toutefois, nous devons reconnaître qu'il est essentiel de faire une collaboration directe entre la République démocratique du Congo et les communautés congolaises qui exploitent ces minéraux. Et ceci doit être accompagné par une volonté réelle des autorités congolaises pour réformer et surtout se conformer aux engagements pris lors de l'accord cadre d'Addis Abeba en 2013. Cet accord dont l'Union européenne est co-garante visait à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération régionale. Pour atteindre un climat des affaires assaini, nous recommandons tout simplement au gouvernement congolais de mettre en place les recommandations de l'accord cadre d'Addis Abeba, notamment 1. Réformer l'armée et la police afin d'assurer la présence de l'État dans ces sites d'exploitation minière. Aujourd'hui, l'État est absent et donc ça permet les contrebandes de pouvoir plutôt fleurir. Promouvoir la réforme structurelle des institutions de l'État, y compris la réforme des finances pour permettre à ceux qui viennent s'approvisionner en minerais en République démocratique du Congo puissent le faire en toute transparence. Ce n'est qu'en instaurant ces conditions qu'on peut envisager l'achat direct des minéraux à la source et l'investissement dans la transformation locale, chose impossible aujourd'hui à cause de la guerre. En conclusion, messieurs, mesdames, j'exhorte la Commission européenne à reconsidérer l'accord conclu avec le Rwanda concernant l'exploitation des minéraux et à soutenir plutôt activement des réformes pour une gouvernance transparente en République démocratique du Congo. Seule une politique véritablement responsable, fondée sur la transparence, la reddition des comptes et le respect des droits humains, permettra enfin de mettre fin à ces cycles de violence et permettre aux Européens d'accéder aux minéraux propres. Je vous remercie. Merci beaucoup. Transparence, respect des droits humains, évidemment, nous partageons. Et suspension de cet accord, nous relayons votre demande. Le deuxième intervenant est David Maïnda Kitoko, président fondateur de l'association Génération Lumière, qui lutte contre l'extrémisme pour la paix et pour la paix en RDC. Vous avez la parole. Merci au docteur Mukwege pour son intervention et tout le travail qu'il fait sur terrain. Et venant de ce coin de la RDC, je sais ô combien son travail est précieux pour les femmes, mais pas uniquement pour les femmes, mais pour toute la société. Je voulais également remercier les députés qui m'ont reçu ici et les travaux importants, notamment du Parti écologiste européen que vous faites au sein de ce Parlement pour dénoncer. Je sais que déjà cet été, quand nous avons marché, vous nous avez reçus. Je pense à David Corman aussi qui nous a reçus, auquel nous avons travaillé. Une lettre avait été envoyée déjà au commissaire pour dénoncer alors le protocole d'accord auquel nous n'avons jamais eu de réponse de la part de la commissaire européenne. Mais, mis à part ces remerciements, je voulais aussi que les mots que je veux prononcer dans cette enceinte résonnent jusqu'à Goma, où en quelques jours de combat, 5 jours de combat, 3000 morts, bilan provisoire. 3000 morts que la Commission européenne doit également se pencher dessus pour questionner ce rapport. Est-ce que le fait d'avoir signé avec le Rwanda
n'a pas finalement, quelque part, envoyé un signal positif de permissivité, de dire vous pouvez le faire, puisque tous les rapports depuis 30 ans, une empilation des rapports depuis 30 ans, montrent que le Rwanda finance des bandes armées en RDC, dont le seul objectif est de s'accaparer des ressources minières qui se trouvent dans le Kivu pour les orienter vers le Rwanda. Et aujourd'hui, avec la milice M23, dont les fondateurs, les pères fondateurs de ce M23 sont les frères d'armes du président Kagame, qui aujourd'hui d'ailleurs, je tiens à le préciser et dire toute mon indignation, parce qu'il a été invité au sommet de l'IA organisé par l'Élysée, il est à Paris. L'IA, nous le savons tous, que l'IA nécessitera énormément de minerais qui proviendront également du Congo, et il est reçu dans le cadre où nous sommes en guerre, où nous avons perdu 3000 personnes à Goma. Pour l'instant, nous ne savons pas combien de gens sont morts sur la route du M23, qui est financé militairement, armé par le Rwanda. Donc ces mots, je voulais que vraiment les gens qui sont à Goma l'entendent, que partout où nous sommes, nous les portons dans nos cœurs et dans nos pensées, et même au sein du Parlement européen, il y a des gens qui ne cautionnent pas cela. Donc je vous remercie, mesdames et messieurs les députés, pour cette occasion. Maintenant, venons aux faits. Depuis 98-97, on parle de 6 à 10 millions de morts. C'est à peu près 10% de la population congolaise, si on prend la fourchette haute de ces chiffres-là. 10% de la population congolaise qui aurait été exterminée pour la seule raison d'être née, de vivre sur un sous-sol qu'ils possèdent. Désolé de réduire ces mots coltan, cobalt à quelque chose d'aussi basique comme des cailloux nécessaires à la transformation numérique des pays riches, nécessaires également apparemment à ce que la Commission européenne a jugé comme transition écologique. Comme vous l'avez dit, nous militons contre l'extractivisme. Nous venons d'un territoire qui a déjà connu l'extractivisme de 1885 à 1908, où il fallait couper les mains des Congolais pour accéder au caoutchouc. 10 millions de nos compatriotes ont péri à cette époque-là. Mais cette époque-là, c'était la Belgique qui colonisait ce pays, qui avait ses officiers et qui donnait ses ordres. Aujourd'hui, cette époque est révolue. Ce n'est plus la Belgique ou un État qui descend avec ses officiers pour mettre en place un système pour tuer et mater toute forme de résistance. Non, aujourd'hui, on finance des milices, on finance des États étrangers qui font le job à leur place. Donc voilà, ma présence ici, c'est pour dénoncer cet accord et réclamer dans l'immédiat l'embargo sur des minerais étiquetés ou provenant du Rwanda. Réclamer la fin de la coopération militaire et du financement militaire du Rwanda, de l'UE vers le Rwanda. Pourquoi? Parce que personne aujourd'hui ne peut nous assurer que dans les armes qui ont tué nos compatriotes à Goma ou ailleurs, dans le nord Kivu et dans le sud Kivu, il n'y a pas quelque part du financement européen à l'intérieur de ça. Je voulais également me porter écho des non-humains qui peuplent le territoire congolais. Nous perdons chaque année 500 000 hectares de la forêt congolaise. 500 000 hectares chaque année. Aujourd'hui, c'est celle qui est devenue désormais le premier poumon vert de la planète. L'extractivisme participe à la destruction de cette forêt. Aujourd'hui, je viens attirer votre attention sur cette continuation de ce que désormais on peut appeler le néocolonialisme sur ces territoires-là. Nous mourrons, on tue les humains, et ceux qui restent, on détruit leur environnement, ce qui signifie que demain, même si la peur est venue, nous pourrions vivre sur un territoire empoisonné, où des montagnes ont été éventrées, comme ils le font pour nos sœurs et nos mamans sur ce territoire. Bref, ce soir, c'est aussi un appel au courage politique. Parfois, je crois qu'il en faut, sinon vous ne vous engagerez pas. Au courage politique pour que les débats que vous allez avoir, peu importe le bord, c'est de vous rappeler que si vous ne faites rien, vous participerez à la perpétuation de cette situation.
bientôt, la M23 risque de prendre la ville de Bukavu, la deuxième plus grande ville du Kivu, enfin la capitale du Sud Kivu, où se trouve le docteur Mukwege. Et qui sait demain, qui sait quelle autre ville ils seront en mesure de prendre. Donc, juste pour m'arrêter là, et appeler à deux choses. L'embargo immédiat sur les minerais qui proviendraient du Rwanda, la fin des rapports de financement, de la coopération militaire et financement militaire. Voilà, déjà, un bon début. Merci beaucoup. David, pour ces mots. Et nous, on a rajouté l'embargo sur les armes et des sanctions ciblées pour les responsables de crimes de guerre. À la salle où vous dites un mot avant. Un petit mot. Un petit mot. Un petit mot, parce que effectivement, merci à tous les deux. On ne peut pas rester les bras branlants face à ce qui se passe, à la catastrophe humanitaire qui est aussi en cours et à la complicité, une fois de plus, de l'Union européenne dans la situation sur place. L'Union européenne a des leviers, c'est évident, qu'elle doit actionner aujourd'hui, et c'est aussi notre appel au travers d'une résolution que l'on dépose ici au Parlement européen, pour faire en sorte que l'Union européenne, là où elle a des compétences, agisse. On est plusieurs députés présents dans cette conférence de presse parce qu'on agit chacun aussi dans nos commissions respectives, avec Majdouline notamment en commission du commerce international. Et Majdouline y reviendra. Moi, je vais couvrir aussi toute la dimension liée à l'aide humanitaire, puisque aujourd'hui, vous avez mentionné déjà près de, ou plus de 3000 morts, mais il y a aussi des milliers de déplacés, 400 000 personnes qui ont dû fuir en 3 semaines de temps et qui s'ajoutent aux 650 000 personnes qui sont déjà déplacées, autant de personnes aussi qui, pour certaines, retournent dans leur région d'origine mais sans savoir comment se passe leur retour. Et donc non, on ne peut pas fermer les yeux sur la situation humanitaire qui est en cours, coupure d'eau, d'électricité, des hôpitaux qui sont totalement submergés et des risques réels d'épidémie. Donc il est urgent de faire en sorte que l'aide humanitaire arrive en RDC, arrive à Goma, ce qui ne peut se faire aujourd'hui que via le Rwanda, vu la fermeture de l'aéroport. Nous exigeons aussi un cessez-le-feu immédiat pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire jusque dans les zones rurales et dans le contexte d'occupation de la région par les militaires rwandais et le M23, la protection de la société civile, protéger les femmes, les filles, évidemment aussi, contre les violences sexuelles qui sont en cours, préserver la liberté d'association et d'expression. Donc l'Union européenne dispose de leviers, ils ont déjà été mentionnés, je les résume en 2 mots. Mettre fin à la coopération militaire avec le Rwanda, notamment dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix, actionner toutes les sanctions contre les dirigeants du M23 et les officiers rwandais qui sont impliqués, réviser, conditionner les aides via les instruments financiers de coopération avec le Rwanda et évidemment l'embargo sur les minerais que Majdouline va aborder. Oui, alors merci de votre attention. On est censé vous donner la parole, donc je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. Simplement, je vais insister sur un point. C'est que l'accord avec le Rwanda, au moment où il est signé, en février 2024, il ne doit pas l'être en réalité, puisqu'il ne remplit pas les exigences qui sont normalement prévues dans le Critical Raw Material Act, dont je rappelle, l'objectif est de favoriser la coopération économique, mais aussi le développement économique et durable sur les territoires avec lesquels on signe ces accords. Il y en a une quinzaine dans le monde. Dans le protocole d'accord qui est signé, il est déjà mentionné et reconnu, il y a un rapport de l'ONU qui le montre, des Nations Unies qui le montre clairement, il y a des soupçons et des preuves de pillage et d'utilisation des minerais qui ne sont pas issus du Rwanda et qui sont vendus du coup en Europe, et utilisés en Europe, mais dans ce protocole d'accord, il est écrit que le Rwanda doit s'engager à intercepter les minerais de contrebande et rapatrier dans leur pays d'origine. Ça veut dire qu'on sait, quand on signe, qu'il y a un problème. Et on ne fait pas de plan d'action comme on était censé s'engager à le faire 6 mois avant, 6 mois après la signature de cet accord. C'est pour ça que nous, on sait qu'il y a une situation sur laquelle déjà on était inquiet, on avait engagé des investigations et aujourd'hui il y a urgence à ce qu'il y ait un embargo, à ce qu'il y ait la suspension des protocoles d'accord. Il y a d'autres choses qui doivent venir, notamment sur les financements de maintien de la paix, où on ne sait pas si ces 20 millions d'euros que l'Europe donne au Rwanda, où vont-ils et ce qui ne sont pas utilisés dans ce conflit.
Donc il y a urgence à agir aujourd'hui. Pour nous, on a demandé ça à la Commission. Ce sera voté, on l'espère, demain en plénière. Et moi, je crois que votre mobilisation aussi nous est très utile pour documenter la situation et continuer à mener cette pression. J'en dis pas plus parce qu'il faut donner la parole à la salle. Merci à vous deux d'avoir fait aussi court. Est-ce qu'il y a des questions en salle? Allez-y. Oui, bonjour, mon nom est Anna Wandensky, je suis de Europe Diplomatic Magazine. J'ai la question concernant les statuts du groupe M23. Lorsque le président Tshisekedi plusieurs fois a dit que c'est le groupe terroriste, et pourtant je pose la question, est-ce qu'on peut résoudre les problèmes actuels avec cette souffrance immense des civils sans définir le vrai statut du groupe? Parce que vous-même, David, si je peux permettre de vous nommer comme ça, oui, merci, vous nommez les militants, les groupes militants, etc. Donc, c'est-à-dire le statut du groupe. Et deuxième question, est-ce que les compagnies européennes doivent faire face aux sanctions s'ils vont continuer cette activité illicite? Allez-y. Oui, bonjour, Emmanuel Strosser pour Bruxelles 2. Deux questions sur justement les 20 millions de la Facilité européenne pour la paix qui ont été débloqués en novembre, c'est ça? Et vous dites que vous avez interrogé la Commission, c'est-à-dire vous avez demandé si ça avait commencé à être délivré, s'il y avait des premières commandes ou pas. Si vous pouviez avoir des éléments là-dessus. Et puis, sur la Belgique, puisque c'était un des États, le seul État qui avait mis une position de prudence pour l'adoption de cette décision. Est-ce que vous avez eu des relations avec les autorités belges pour pouvoir avoir un appui de leur côté ou pas? Merci. Peut-être une troisième question et après on va répondre. En ligne peut-être, non? S'il y a des journalistes connectés en ligne? Non, il n'y a pas de demande. En salle non plus. Eh bien, peut-être David? Alors, d'abord, sur le statut du M23, moi, je me suis intéressé pas au mouvement et quand est-ce qu'il est né. Je me suis intéressé aux hommes qui la composent. Et surtout, leur père fondateur. Vous avez Bosco Ntaganda, qui est condamné à la CPI pour crimes contre l'humanité, 30 ans. Bosco Ntaganda, dans les années 90, a combattu auprès des Kagame pour la guerre de libération contre les génocides au Rwanda. Vous avez Laurent Nkunda, qui aujourd'hui est recherché par la CPI, mais caché par le Rwanda. Pareil, frère d'armes des Kagame dans les années 90. Et vous avez Sultani Makenga, pareil, frère d'armes des Kagame dans les années 90, qui aujourd'hui commet ce qu'on a décrit à Goma. Alors, finalement, je ne sais pas si ce qui est intéressant, c'est de regarder leur statut, quel statut on les donne, qui leur donne ces statuts, ou leurs actions. Moi, je pense que d'abord, intéressons-nous aux actions, parce que la définition, finalement, que le gouvernement congolais va leur donner, peut-être qu'ici, vous avez intérêt à trouver un statut qui permettra de déboucher sur des actions concrètes. Mais pour nous, la société civile, nous avons l'impression qu'il y a une continuation de l'armée, un maintien de l'armée rwandaise sur les territoires congolais, à travers le M23. Et voilà. Merci. Peut-être sur les 20 millions, Majdoline? Oui, je vais répondre très rapidement. La question, c'est, on a l'expérience en Europe avec ce qui s'est passé en Ukraine. Il faut faire pression pour éviter tout de suite l'escalade dans ces pays. Donc l'embargo et la suspension du protocole d'accord, c'est indispensable. Il y a également la question de tous les instruments d'aide au développement comme le Global Gateway qui est signé aussi avec le Rwanda. Et il y a cette question du financement du maintien de la paix. Donc pour nous, c'est tous ces instruments-là qu'on doit questionner pour faire en sorte de faire pression sur l'État rwandais pour qu'il n'y ait pas d'escalade guerrière sur ces territoires. Il y a une question en ligne sur quel texte va être déposé au Parlement. Donc c'est en cours de négociation puisque c'est une résolution d'urgence qui fait l'objet. Donc il y a un texte
de chaque groupe politique qui est ensuite négocié avec l'ensemble des groupes pour aboutir à la position du Parlement européen. Donc on ne sait pas vous dire à ce stade si par exemple la question de l'embargo va être adoptée. C'est notre volonté, on négocie âprement et donc on pourra vous envoyer les textes évidemment, et il sera accessible en ligne. Vous connaîtrez le texte et ce qu'il y a dedans avant la fin de la session plénière. Bon, soutien de la Belgique. Si je peux. Et après David. Ah pardon, allez-y, il n'y a pas de problème. Eurodéputé belge, c'est pour ça que je me permets de réagir. Donc on attendait évidemment de notre nouveau gouvernement fédéral une position ferme. Le nouveau ministre des Affaires étrangères, M. Prévost, s'est exprimé. À ce stade, on en est au stade de déclaration politique et on n'a pas vu encore d'action concrète par rapport à ce que la Belgique devrait mettre en place, notamment en termes de suspension des relations avec le Rwanda ou de sanctions, ou d'appeler à ce que l'Union européenne suive dans cette direction. Évidemment, on n'attend pas moins de la Belgique dans ce contexte. Je pense qu'il est indispensable qu'à la fois le Parlement, et c'est ce que nous allons faire, mais aussi la Commission européenne et surtout les États membres se positionnent fermement vis-à-vis des sanctions actionnées. On a vu dans le cas de la Russie que l'agresseur est sanctionné et le deux poids deux mesures que l'on constate sur la scène internationale de la part de l'Union européenne doit cesser. Je voulais juste rajouter aussi que depuis 2 semaines que la guerre s'est intensifiée encore sur notre sol. Nous entendons beaucoup de condamnations, mais pas des sanctions. Et donc, le soutien de la Belgique, nous l'attendons au niveau des sanctions, notamment sur, effectivement, l'aide de développement. Vous savez, l'aide de développement pour le budget rwandais, c'est 30% du budget rwandais. Et donc, si des États qui financent les régimes de Kigali pouvaient travailler sur cette question, peut-être que ça nous avancerait. Et donc, nous attendons des sanctions. Et merci pour la question. Oui. Merci. Je vais donner la parole en ligne. Docteur, vous avez quoi, 1 minute 30, 2 minutes pour dire le mot de la fin. Si vous le souhaitez, évidemment. Ça allait de soi. Merci beaucoup pour vos interventions. Effectivement, je crois que nous avons suivi beaucoup de recommandations, mais en fait, les sanctions manquent. Et tant qu'il n'y aura pas de sanctions, on sait que le Rwanda va continuer à faire ce qu'il est en train de faire en République démocratique du Congo. Les informations que j'ai ce matin, ils ont repris les combats au Sud Kivu. Et malheureusement, la ville qui va être attaquée prochainement, c'est une ville qui a 2 millions d'habitants. Quand on voit ce qui s'est passé au Nord Kivu, nous pensons qu'effectivement, l'Union européenne a des leviers et que l'Union européenne peut utiliser ces leviers pour mettre fin à ces carnages qui ne nous honorent pas tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et évidemment, on va continuer à nous mobiliser pour que la réaction de l'Union européenne soit à la hauteur de la situation. Merci beaucoup. On a une autre conférence de presse qui commence maintenant. Donc, merci à vous.